veux pas donner l'impression d'être un peu trop arrogant en le disant, mais c'est quand même une petite rupture épistémologique parce que ce qui a toujours plombé le développement de notre pays, ce n'est pas le fait d'avoir de bonnes politiques théorisées et formulées. Le problème que l'on a toujours eu, c'est la question de la gouvernance. Donc, s'il y a un déclic à ce niveau-là, moi, je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir. On peut avoir les meilleurs économistes, les meilleurs financiers, les meilleurs industriels, les meilleurs entrepreneurs. Quand on a une gouvernance qui ne marche pas, qui cloche, rien de tout cela ne peut servir. Donc, ça, c'est le fondement. Et ce qui a été fait, c'est un exercice quand même qui est non seulement magnifique, mais ça donne de l'espoir, ça réconforte. Et comme le premier Ousmane Sonko l'a dit, nous ne sommes pas venus au pouvoir parce qu'on a dit aux Sénégalais que nous étions les plus intelligents, les plus brillants. Mais notre value proposition, comme on le dit en anglais, c'est d'avoir bâti la politique sur les valeurs. Ceux qui nous ont précédés ont toujours pensé à Machiavel comme référence. La politique, vraiment, c'est la conquête du pouvoir. Et une fois l'avoir conquis, c'est sa conservation. Et le reste, c'est des questions de gestion. Voilà. Donc, la fin justifie les moyens. Les méthodes, c'est pas important. Mais nous avons assis notre combat sur des valeurs. Respect, mes chers amours. Contente d'être là pour cette émission. Une émission, je dirais, spéciale parce que nous allons parler du Sénégal, notre terre chérie que nous aimons beaucoup, et surtout parce que le Sénégal vit un moment assez compliqué. Assez compliqué dans la mesure que une transition, on sait, n'est jamais facile. Une transition nécessite beaucoup de travail, d'analyse, de regard. On scrute ce qui s'est passé pour en tirer des leçons pour le futur. Et le Sénégal se retrouve dans une avenue où justement le gouvernement actuel décide de passer à la mesure supérieure pour comprendre un peu ce qui s'est passé et comment il peut intervenir correctement pour le bien-être du Sénégal entier, donc les Sénégalais et les Sénégalaises. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le docteur Ibrahim Dramé, qui est le coordonnateur de PASTEF pour les États-Unis et donc il est résident de New York. Il va nous parler en long et en large de ce qui se passe actuellement et de cette difficulté que connaît le Sénégal en termes de sa santé financière et comment il compte résorber ce problème le plus rapidement possible. Un plaisir d'accueillir notre cher frère, un homme que vous allez le voir, très direct. Il sait de quoi il parle et il va nous aider à démêler un petit peu le rapport qui vient d'être sorti, qui dirigeait sous les plumes et la gestion du juge des finances. Alors, accueillons notre invité du jour, Dr Ibrahim Dramé. Comment allez-vous aujourd'hui? Merci beaucoup, ma sœur. Très heureux de vous rejoindre sur votre émission et j'en profite comme c'est une première de dire bonjour à tous les téléspectateurs, à toutes les personnes qui vous suivent sur YouTube ou sur votre channel et dire que je suis très heureux d'être là et de parler un peu du Sénégal. Alors, merci d'avoir été aussi rapide à nous répondre à cette invitation-là et on ne va pas faire rester là à passer autour du pot. On va aller vraiment d'emblée sur ce qui nous intéresse parce que je sais que mes frères, mes sœurs sénégalais retiennent leur souffle parce qu'ils veulent comprendre ce qui s'est passé dans le gouvernement, le règne de notre cher président qui maintenant n'est plus au pouvoir, mais qui a laissé quand même une certaine supercherie, si je peux carrément utiliser ce terme-là, pour le peuple sénégalais et surtout le gouvernement qui doit réellement s'assurer de la bonne gouvernance. Alors, docteur Dramé, avant d'aller plus loin, je vais vous demander, comme je fais à tous mes invités, à toutes mes invités, est-ce que vous me donnez la permission de vous tutoyer tout au long de cette émission-là? Bien sûr. Alors, c'est ça, on va continuer avec la tradition, c'est aussi simple que ça. Maintenant, depuis combien de temps vous vous êtes impliqué dans ce mouvement-là, dans ce parti politique qu'est le PASTEF? J'ai rejoint le parti PASTEF, c'était en 2018, avec quand même un peu de retard parce que ça m'a pris du temps pour me connecter avec les responsables locaux. Voilà, donc le moyen par lequel je me suis impliqué n'est pas vraiment différent de l'expérience de pas mal de Sénégalais que j'ai eu à rencontrer. J'ai toujours été un commentateur de la chose politique. Je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse aux questions de développement, tant sur le plan professionnel que dans la vie courante. J'ai souvent fait des commentaires sur la politique, j'ai donné des pronostics dans la plupart des élections. Les gens ont toujours remarqué que je n'étais pas toujours loin du but, mais je n'ai jamais milité activement dans un parti politique. Voilà. Donc, quand le message, j'ai eu
eu vent du message de Pastef, je me suis dit vraiment, ça donne l'impression d'être un appel à l'action. Et du coup, j'ai essayé de contacter les responsables locaux que j'ai pu retrouver sur Facebook, un coup de fil et après on me met en contact avec le responsable à New York. Je l'ai aussitôt contacté et j'ai rejoint le parti. Et donc depuis lors, j'ai milité dans le parti, d'abord en tant que responsable des élections, aux élections de 2019. Après cela, il y a eu un renouvellement du bureau et je me suis présenté. Du coup, mes amis compatriotes m'ont fait la confiance de me confier la direction de la coordination des États-Unis. Super. Alors, il y a un processus, un cheminement. C'est ça que je voulais en faire ressortir aujourd'hui pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Maintenant, il y a un processus qui a été mis en branle, une procédure, je pourrais carrément dire un audit par rapport à ce qui s'est passé en termes de gouvernance et des deniers publics. Alors, peux-tu nous dire comment ce processus fonctionne au Sénégal? Parce que je sais que dans chaque pays, c'est différent. Et donc, est-ce que ça se fait de façon automatique ou c'est du fait que le gouvernement avait quelques soucis par rapport à ce qui s'est passé en termes de dépenses publiques? Le juge des finances publiques, qui est la Cour des comptes du Sénégal, en principe est compétent pour tout ce qui concerne la gestion des pouvoirs publics. Pas seulement le gouvernement, mais aussi les établissements publics. Bref, tous les organismes, toutes les institutions qui utilisent l'argent public. Voilà. Donc, la Cour également joue un rôle de conseil en matière budgétaire, formule des recommandations, ainsi de suite. Mais l'audit en tant que tel est issu d'une directive qui s'applique à tous les pays membres de l'UEMOA, qui, pour me résumer, demande à ce que, dès qu'il y a un changement de gouvernement, qu'à la fin de chaque mandat, qu'il y ait quand même que l'on fasse un état des lieux des finances publiques. Et s'il y a des fautes de gestion, qu'elles soient gérées, poursuivies et que des mesures correctives soient prises. Donc ça fait partie des critères de convergence de l'UEMOA. Voilà. Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a eu 2 mandats. À la fin du premier mandat, rien n'a été fait. Et donc, du coup, en 2024, quand le président Diomaye Faye est venu au pouvoir, il a fallu qu'il fasse un état des lieux pour que les Sénégalais puissent savoir, au moment où il devenait président de la République, où en étaient les finances publiques de l'État du Sénégal. Donc, c'est dans ce contexte que cette mesure a été diligentée. Il y a eu d'abord un rapport du gouvernement. Le rapport a été transmis à la Cour et le gouvernement avait saisi la Cour pour qu'elle fasse un audit pour voir un peu plus clair. Mais d'ores et déjà, ce que la Cour a révélé, ce n'est pas une surprise parce que le Premier ministre Ousmane Sonko avait communiqué là-dessus. Les gens se disaient, voilà, c'est un exercice partisan parce qu'ils veulent jeter le discrédit sur l'administration passée. Et donc, ceux qui faisaient cette critique-là disaient, voilà, il faut qu'il y ait un organe indépendant, que l'on puisse voir de manière impartiale ce qui s'est passé. Et donc, le rapport donc est venu pour clarifier et qui a non seulement confirmé ce que le Premier ministre nous avait dit et que bon nombre de Sénégalais savaient déjà, mais aussi a montré les différentes supercheries qui ont été fomentées pour d'abord essayer de cacher la vérité aux Sénégalais, mais aussi pour essayer de donner un rapport reluisant de la situation financière du pays afin de tromper la vigilance des bailleurs de fonds. Et donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le rapport a fait couler beaucoup d'encre. Tout le monde en parle, les émissions à la télé, tout le monde en parle depuis une semaine. J'imagine. Alors, est-ce que ça veut dire, parce que là on parle d'impartialité, donc les juges, les personnes qui sont impliquées dans cette enquête financière sont des personnes qui n'ont pas été nommées par le gouvernement? Bon, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas eu trop de détails sur les personnes responsables. Il est possible que ceux qui ont diligenté cette procédure soient au courant, mais pour l'instant, on n'a pas cité de nom. On parle en général de l'administration Macky Sall. Mais moi, je me suis dit, l'idée selon laquelle un groupe de politiciens, de terroristes financiers, qu'une poignée de personnes puissent commettre des actes de cette nature-là sans bénéficier de relais au niveau de l'administration centrale. Moi, je pense que cette théorie du truand individuel ne passe pas, quoi. Donc, il y a eu des failles. Ces failles, il faut les identifier pour éviter que cela se reproduise. Donc, au-delà de la correction qui doit être faite par rapport aux personnes qui ont joué les rôles clés, il faut aussi voir les maillons faibles au niveau de l'administration sénégalaise pour ne pas que cela se répète. Dans plusieurs commentaires que j'ai faits dans les groupes, j'ai parlé, entre guillemets, de révolution culturelle au niveau de l'administration sénégalaise parce que j'ai l'impression que c'est toujours le logiciel colonial qui prévaut dans l'administration sénégalaise. Voilà. Donc, c'est-à-dire? Bon, le logiciel colonial, c'est-à-dire que quand tu es dans une position d'autorité, tu n'es pas inquiété, le public n'a pas accès à l'information et le public, il se soumet. Donc, il faut que l'on revoie ça. C'est vrai qu'il y a une notion qui est très connue qu'on appelle l'obligation de réserve, mais certains interprètent cette obligation de réserve pour signifier que même si la personne est en train de commettre des fautes, qu'il faut
quand même silence. L'obligation de réserve, ce n'est pas une obligation de silence. C'est pas une obligation pour masquer des actes illégaux. Donc, il faut que les gens comprennent que même si l'obligation de réserve existe, on doit la comprendre sous l'angle de la personne qui l'invoque est en train de respecter le principe de légalité. Donc, il faut qu'il y ait des corrections à ce niveau. Il y a plein d'autres réformes à faire, mais j'ai confiance que ce gouvernement, qui joue vraiment la carte de la transparence et du respect de la loi, ne ménagera aucun effort pour qu'on en arrive à une situation bien meilleure. D'accord. Alors, c'est ça. Comment on arrive à expliquer cet état de fait? Comment le Sénégal est-il arrivé à ça? Comme tu l'as dit, il devrait avoir une connivence quelque part pour qu'un individu, un petit groupe de personnes arrive à berner le public, à gaspiller les deniers publics. Alors, puis comment on arrive à expliquer ça? Ils ont utilisé beaucoup de subterfuges. Certains d'ailleurs m'ont fait sourire quand, par exemple, on parle de cette société-là qui s'appelle Sogepa, qui par un montage financier vraiment digne d'Al Capone, devenu propriétaire du building administratif, qui récupère des loyers à l'État dont une moitié avait disparu dans l'air. Ce qui est curieux, c'est qu'ils ont quand même le culot d'appeler cela de la finance islamique, ce que je trouvais non seulement rigolo, mais blasphématoire, parce que je me disais que s'ils étaient en Afghanistan, chacun d'entre eux aurait reçu leur 100 coups de fouet, et c'est garanti. Oh oui, et probablement une main coupée. Exactement, voilà. Donc, c'est ça. La Cour a relevé beaucoup de failles, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif de tous ces arrangements financiers-là, c'était de gonfler les recettes et pendant ce temps-là, d'avoir un rapport du taux du PIB par rapport à la dette, de le mettre à un niveau qui est conforme, plus ou moins conforme aux attentes des institutions internationales afin de pouvoir bénéficier de plusieurs crédits. Voilà. Il y a aussi un élément qui m'a beaucoup frappé parce que je m'amusais un peu à regarder dans les comptes. C'est normal que dans un État, les dépenses publiques augmentent. Il y a une loi en finances publiques qu'on appelle la loi de Wagner. Je pense que c'est bien connu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que entre 2019 et 2024, il y a eu bien sûr une augmentation. Les gens s'y attendaient, mais l'augmentation est quand même allée un peu plus vite. Et la cadence s'est accélérée au fur et à mesure que l'on se rapproche de 2024. Je me suis dit, qu'est-ce qui a pu expliquer cela? Il n'y a pas eu d'augmentation de la productivité, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui a pu l'expliquer? Bon, je me suis dit que Macky Sall, un bon politicien, sans doute, il était en possession des résultats des élections de 2019. Il savait que Sonko avait gagné et que les résultats publiés qui lui ont permis de s'arroger un deuxième mandat n'étaient que des résultats fictifs. Il s'est dit alors, il y a un risque que ce monsieur-là prenne le pouvoir en 2024. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord l'en empêcher et au cas où ça ne marchait pas, on va placer des bombes sociales afin que, par chance, s'il parvenait à gagner les élections, qu'il hérite vraiment d'un pays qui sera financièrement difficile à gouverner. Donc, c'était la théorie de la terre brûlée. Vous pouvez l'appeler, comme disait Louis XV, après moi le déluge, quoi. Et c'était calculé, je pense. Ouais. Parce que là, j'ai regardé aussi le rapport, ça c'est quelques feuilles, hein. Le rapport, je crois, contient 50 quelque chose de pages, donc c'est un gros rapport. Avant de te poser cette question-là, mais je vais juste attirer l'attention des gens pour dire que il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de zéros. Au point que j'ai eu mal à la tête à un moment donné parce que je me dis, wow, on parle de beaucoup de zéros, de dépenses, et lorsqu'on regarde ces dépenses-là, ben, on sait que le Sénégal, comme tout pays, a des besoins particuliers. Mais lorsqu'on regarde les dates des dépenses, justement, comme tu as dit, on se dit, tiens, est-ce que ça ne sent pas une action ou des actions de gouvernement qui sait qu'il sera plus là? Donc, il faut amasser au maximum et puis on verra le reste. Donc, quels sont les points saillants qui ont retenu ton attention lors de la lecture de ce rapport-ci? Voilà, le premier point qui m'a frappé, c'est le rapport entre la dette et le PIB à 100%, presque 99, presque 100%, quelques petites, comment dirais-je là, il n'y a pas de grande différence. Ça, c'est quand même inquiétant. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'intention était de créer des problèmes au gouvernement actuel, on ne peut pas dire qu'ils ne nous ont pas créé de soucis, mais si l'objectif était de faire en sorte que la note du Sénégal baisse et que le Sénégal devienne un pays peu fréquentable sur les marchés financiers, c'est cause perdue parce que les bailleurs de fonds ont été satisfaits par l'exercice de transparence. Je me souviens que lorsque le rapport est sorti, des personnes qui étaient plus ou moins liées à l'ancienne administration sont sorties pour dire que c'est irresponsable de le faire parce que en le faisant, on révélait la vérité et du coup, cela allait affecter la note du Sénégal et donc rendre le pays un peu moins solvable. C'est vrai qu'il y aura toujours des institutions qui seraient prêtes à prêter, mais ce sera peut-être des fonds vautours qui vont vous demander la tête et les yeux pour vous prêter de l'argent. Et ça conduirait à aggraver notre situation. Mais heureusement, le Premier ministre l'a mentionné lors de sa récente sortie là au niveau de l'Assemblée nationale. Je suis tombé par hasard sur un article de Bloomberg qui dit que les bons du Sénégal vraiment sont bien cotés. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Mais
Mais pour voir d'abord la question de la dette, c'est là où vraiment, moi, je dis qu'il faut quand même qu'il y ait des réformes fondamentales pour ne pas qu'on en arrive là. Il faut se demander comment on en est arrivé là-bas. Quand on regarde le profil, l'essentiel de la dette, c'est la dette extérieure. Voilà. Donc, une dette vis-à-vis de nos partenaires comme le FMI, la Banque mondiale et les différents groupes financiers qui travaillent avec eux. Essentiellement, c'est pour régler des problèmes de trésorerie, mais parfois, c'est pour financer les importations. Voilà. Donc, moi, je me dis, la première question, c'est que comment faire pour ne pas qu'on ait à importer autant. Parce que quand on n'importe pas en CFA. Le CFA se limite dans la zone CFA. Quand on veut aller en Chine pour acheter une usine des biens de production, ou bien aller en Thaïlande, ou bien au Vietnam pour aller acheter du riz, là-bas, on présente des dollars. Une monnaie que nous ne contrôlons pas. Nous ne contrôlons même pas le CFA parce que le CFA, en réalité, ce n'est pas notre monnaie à nous. Nous sommes usagers d'une monnaie qui dépend d'une puissance étrangère. Voilà. Donc, l'État du Sénégal, de ce point de vue, fonctionne comme une mairie. Voilà. La mairie de New York, par exemple, qui n'a pas de pouvoir souveraineté financière, qui dépend du federal government. Voilà. Donc, je me dis, il faut quand même qu'il y ait des réformes macroéconomiques à ce niveau-là. Voilà. D'abord, pour réduire les importations, et la réponse à cela, c'est ce que le président Diomaye Faye et son premier Ousmane Sonko ont théorisé dans la vision 2050, la souveraineté alimentaire. On dépense beaucoup pour acheter à bouffer. Alors que nous avons la terre chez nous, nous avons la main-d'œuvre, nous avons également des phosphates qui nous permettent de produire des engrais. Donc, nous avons la capacité d'avoir notre propre révolution verte. Mais malheureusement, qu'est-ce qui a été fait? Les ICS ont été très mal gérés. La société a été vendue à prix dégressif à des Indiens qui utilisent les phosphates du Sénégal pour lancer leur propre révolution verte. Et pendant ce temps, nous empruntons de l'argent pour aller acheter à manger. Ça doit cesser. Voilà, ça, c'est un autre problème. Et l'autre problème, moi, je pense que c'est adressé dans le programme. On parle aussi d'industrialisation de l'économie. Ça, c'est une bonne chose. Et je pense que les deux vont de pair parce que on ne peut pas avoir une révolution industrielle sans une révolution agricole. Toutes les grandes révolutions du monde ont été financées par des surprises agricoles. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai dans les pays qui se sont rattrapés après, c'est aussi vrai au Japon, comme en Corée du Sud qui, 40 ou 50 ans, avait un PIB qui était beaucoup plus faible que le nôtre. Donc les deux doivent aller de pair. Si on le fait, on pourrait d'abord réduire les importations alimentaires. Donc les dollars que nous gagnons de notre commerce avec l'extérieur, on pourra l'utiliser pour acheter des biens d'équipement, acheter des usines et de venir substituer certaines importations de produits industriels. Et du coup, on réduit nos dépendances vis-à-vis de l'extérieur. La question de la dette devient beaucoup plus facile. Je ne dis pas qu'on ne va pas s'endetter, mais je pense que ce sera à un rythme beaucoup plus raisonnable que celui que nous avons maintenant. L'autre question également, c'est la question de la monnaie. Le fait d'avoir une monnaie souveraine, c'est aussi un élément clé parce que ça donne un peu plus de marge de manœuvre au gouvernement parce que le gouvernement actuellement, le seul levier qu'il y a, c'est le levier fiscal. Et on voit que c'est trop serré parce que on ne peut pas multiplier le fardeau fiscal sans penser sur les conséquences que ça peut avoir sur l'économie et sur la productivité. Bon, on parle aussi des niches, des exonérations fiscales, donc des cadeaux de milliers de milliards qui sont offerts à des sociétés. Moi, je pense que ça pose quand même des problèmes parce que quand une personne ne paie pas l'impôt, la conséquence c'est que ceux qui paient l'impôt doivent payer pour eux-mêmes et pour la personne qui n'a pas payé. Donc ça pose un problème de justice fiscale. Yes. Et ça, c'est quelque chose qui doit être revu. Le rapport l'a relevé, il y a des recommandations. Je suis sûr que dans les années ou peut-être mois à venir, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour essayer de balancer un peu la situation fiscale. Alors là, il est clair que le rapport a mis en lumière toute cette malversation. On a probablement eu des noms aussi. Qu'est-ce que le gouvernement actuel de Diomaye Faye compte faire pour soit introduire une instance judiciaire contre ces individus-là? Est-ce que le gouvernement prévoit, je ne sais pas si c'est déjà décidé ou vous pensez, confisquer des biens pour justement avoir une certaine balance des marges de levier pour remettre les finances du Sénégal sur pied? Je n'ai aucun doute que le gouvernement du président Diomaye Faye prendra toutes les mesures nécessaires pour que l'État puisse entrer, dans la mesure du possible, en possession des biens dont il a été spolié. Et je pense qu'il y a déjà des mesures qui sont en train d'être préparées. Dans un futur proche, nous serons tous édifiés là-dessus. Bon, moi, je me dis aussi, il ne faut pas qu'on se limite à récupérer ce qui a été perdu. Il faut quand même poser des précédents pour que ce genre d'actes-là ne se reproduise pas. Le problème, c'est que les plus grands délinquants financiers dans cette histoire-là, c'est des gens qui ont déjà quitté le pays. Donc, la question se
pose, est-ce que l'État du Sénégal pourrait mettre la main sur ces gens-là? Voilà. Il y en a qui sont au Canada. Le président Macky Sall lui-même, il est déjà au Maroc. Le Maroc qui est un pays qui a de très bonnes relations avec nous, qui malheureusement n'a pas un traité d'extradition, à ce que je chasse, entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Voilà. Il y a eu quand même un accord qui a été signé, mais si j'ai compris, c'est un accord pour permettre à des personnes détenues au Sénégal, au Maroc, des personnes sénégalaises détenues au Maroc d'être envoyées au Sénégal et vice-versa. Et la tradition diplomatique du Maroc, c'est que d'habitude, elle ne signe pas de traité d'extradition. Par contre, l'absence d'un traité n'implique pas nécessairement que le pays ne pourrait pas le faire si la demande est faite. Donc, on peut le faire sur une base ad hoc. Je me suis amusé à regarder un peu dans un passé récent. Il y a un citoyen saoudien qui était recherché par le gouvernement saoudien pour activités subversives. Et les Saoudiens ont fait la demande et la personne a été saisie. Les Saoudiens ont envoyé un vol spécial pour le prendre et il a été amené pour faire face à la justice de son pays. Le Maroc, présentement, est un pays qui cherche vraiment à jouer une carte diplomatique vis-à-vis de l'Afrique. Je pense que vous êtes peut-être familier avec le problème du Sahara occidental. Donc, c'est comment dirais-je là, un territoire qui réclame son indépendance et qui voudrait vraiment se libérer du Maroc et avoir son indépendance. C'est un pays qui est soutenu par l'Algérie et le Maroc vraiment a beaucoup misé sur sa diplomatie pour essayer d'obtenir que le Sahara occidental reste toujours comme une partie du Maroc. Moi, je pense que le Sénégal détient aussi une carte là-bas, dire à nos amis marocains, c'est pas quand même leur dire envoyez-nous Macky ou bien on soutient la RSD ou bien on regarde du côté de l'Algérie. On va leur dire bien que l'importance de nos relations ne peut pas souffrir du fait qu'il y a quand même chez vous quelqu'un qui a commis des actes vraiment, qui n'honorent pas vraiment ces relations et qui n'honorent pas notre République, qui non seulement a tué 80 jeunes qui n'ont rien fait, qui n'ont fait qu'exercer leur droit de protester contre l'injustice qui leur a été imposée, mais qui a quand même miné les finances publiques du pays et qui est parti. Et je pense que les Marocains pourraient être réceptifs par rapport à ça. Le reste, nos diplomates, je suis convaincu qu'ils feront le travail. Pour ceux qui sont au Canada, le Canada également est un pays très ouvert. Quand les faits dont les personnes qui sont chez elles sont accusées sont avérés, le gouvernement canadien a montré par le passé une certaine disponibilité à coopérer. Maintenant, ce que je devrais peut-être dire à nos autorités sénégalaises, c'est que toutes les procédures qui sont déclenchées contre les personnes prévenues, qu'on y implique les diplomates canadiens et qu'on leur montre que les droits de la défense sont respectés, que les faits vraiment sont là et que c'est avéré. Voilà. Quand on les convainc que la justice sera faite, qu'il n'y aura pas de parti pris, qu'il n'y aura pas de représailles d'ordre politique, je pense qu'ils vont coopérer parce que c'est des États de droit. On espère aussi parce qu'on sait que, et là je vais tout simplement ouvrir des parenthèses par rapport à Haïti, on sait que ces pays n'ont jamais coopéré réellement pour que Haïti puisse restituer l'argent de ces individus qui ont pillé les deniers publics et qui ont mis Haïti sous les seuils de la pauvreté abjecte. Et on a encore quelqu'un qui réside au Canada qui a acheté une maison de 2 millions de dollars et on essaie encore de faire pression pour dire il faut restituer cet argent-là. C'est le même cas pour les Duvalier. Jusqu'à maintenant, après une quarantaine d'années, si ce n'est pas plus que ça, on n'arrive pas encore à restituer cet argent-là de ces pays qui sont des alliés entre guillemets avec Haïti. Donc on espère que pour le Sénégal, justement, ça sera vraiment le contraire et que vous puissiez en fait récupérer ces argents qui feront énormément de choses pour l'avenir vraiment brillant du Sénégal. Alors, donc en ce qui concerne, ça touche un petit peu le droit international. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher une extradition de ces individus-là? Comme tu dis bien, le gouvernement va prendre les mesures nécessaires et on va continuer à regarder ça là vraiment de très près pour que nous puissions savoir ce qu'il y en est. La justice sénégalaise, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à ça? Et qu'est-ce que le public pense de tout ça? Le public est actuellement dans l'attente que les actions judiciaires soient intentées. Et je pense que ce sera chose faite. La justice, elle n'attend que d'être saisie. Et je pense que la sortie du Premier ministre avec quelques membres de son gouvernement récemment, c'est le vendredi à l'Assemblée nationale, ça a été vraiment clair. Donc, ceux qui ont déjà pris cet argent-là, le conseil que j'aimerais leur donner amicalement, c'est d'essayer de se rapprocher des autorités et de verser ce qu'il y a à verser et de travailler dans le sens d'un règlement amiable. Mais que dans tous les cas, que tout ce qui a été pris va être restitué. Les gens ont tendance parfois à dire, bon, que l'on négocie en bas, si la personne paye, ça va. Mais moi, je dis que ça règle un problème, mais ça ne nous protège pas contre la répétition de tels actes dans le futur. Il faut que la clameur publique s'abatte sur ces gens-là, que cela puisse servir d'exemple. Moi, j'ai passé 17 ans au Japon. Le moyen utilisé là-bas pour dissuader certains comportements, ce n'est même pas les sanctions judiciaires. C'est le fait de dire que voilà, telle compagnie ou bien telle personne n'a
n'a pas laissé tel engagement, on va publier son nom. Et ça a une capacité disciplinaire tellement énorme. J'ai vu, il y a eu même des cas où des gens ont commis du harakiri, du suicide, parce qu'ils trouvaient que leur dignité était froissée. Donc, il faut quand même que l'on crée un précédent qui va quand même complètement changer la donne dans ce pays. Les négociations là dans les chambres feutrées là, à huis clos, pour essayer de couvrir quelqu'un qui n'a même pas de dignité mais qui en réclame, je pense que ça doit cesser. Parce que ça te permet de régler un cas d'espèce, mais ça perpétue la culture. Et vraiment, c'est à ce niveau qu'il faut agir. Donc, reddition de comptes automatiquement. Donc, dès que, en fait, le gouvernement doit rendre public et rendre accessible les rapports, tout ce qu'il fait au regard du public, même si on sait, comme tu as dit, il y a droit de retenue, donc sur certains dossiers. Mais en ce qui concerne, si ça concerne pas la défense où il y a certaines informations qui sont vraiment secrètes, il faut que le gouvernement fasse reddition de comptes envers le public. J'ai retenu aussi l'idée de la justice. Il faut que la justice aussi prenne les mesures nécessaires pour créer des précédents pour que justement on n'est pas là à cacher ou à faire de la négociation avec des fraudeurs. En fait, ça devrait même pas passer dans notre dans notre passé. Exactement. Parce que culturellement, on sait que on ne respecte pas des gens qui font des choses aussi grave. Voilà. Alors pourquoi maintenant on commence à avoir un peu de laxisme et puis on pense que c'est normal. Mais maintenant, au-delà, parce qu'il y a eu les recommandations, tu as aussi mentionné les types de réformes qu'il faut avoir pour changer la donne, la culture et tout ça. Alors, sur quoi devrions-nous poser nos regards en ce qui concerne les mesures que le gouvernement va prendre le plus rapidement possible afin qu'on puisse au moins régler une partie du problème qui sera, je crois, assez long à résoudre? Moi, je pense que la prochaine étape, c'est l'étape juridictionnelle. Et puisque les délits ou bien les crimes financiers ont été identifiés et que les personnes qui sont impliquées, même si les noms n'ont pas été cités de manière exhaustive, on sait vraiment où tourner le regard. Et ce qui va suivre, c'est la phase disciplinaire. Je pense que ça ne devrait pas tarder parce que le signal est fort. Parce que ce qui est important, c'est que le Sénégal a réussi quand même à faire une rupture. J'appellerai, je ne veux pas donner l'impression d'être un peu trop arrogant en le disant, mais c'est quand même une petite rupture épistémologique parce que ce qui a toujours plombé le développement de notre pays, ce n'est pas le fait d'avoir de bonnes politiques théorisées et formulées. Le problème que l'on a toujours eu, c'est la question de la gouvernance. Donc, s'il y a un déclic à ce niveau-là, moi je me dis qu'il y a beaucoup d'espoir. On peut avoir les meilleurs économistes, les meilleurs financiers, les meilleurs industriels, les meilleurs entrepreneurs. Quand on a une gouvernance qui ne marche pas, qui cloche, rien de tout cela ne peut servir. Donc ça, c'est le fondement et ce qui a été fait, c'est un exercice quand même qui est non seulement magnifique, mais ça donne de l'espoir, ça réconforte. Et comme le premier Ousmane Sonko l'a dit, nous ne sommes pas venus au pouvoir parce qu'on a dit aux Sénégalais que nous étions les plus intelligents, les plus brillants. Mais notre value proposition, comme on le dit en anglais, c'est d'avoir bâti la politique sur les valeurs. Ceux qui nous ont précédés ont toujours pensé à Machiavel comme référence. La politique, vraiment, c'est la conquête du pouvoir et une fois l'avoir conquis, c'est sa conservation et le reste, c'est des questions de gestion. Voilà, donc la fin justifie les moyens, les méthodes, c'est pas important. Mais nous avons assis notre combat sur des valeurs. Donc, c'est déjà réconfortant qu'on ait déjà ce premier pas significatif et je suis sûr qu'on va aller dans la bonne direction. Et comme il l'a toujours dit, même les zones de passif ne seront pas épargnées s'ils ne respectent pas les règles. Voilà, nous, on n'est pas là pour le prochain mandat. Nous sommes là pour servir le pays et nous irons jusqu'au bout. Et maintenant, ce que le peuple en voudra, le moment venu, ils vont se prononcer. Donc, nous pensons à la prochaine génération, pas à la prochaine élection, comme il l'a si bien formulé. Ah, c'est tellement bien dit. Je souhaitais terminer l'entretien sur ça. C'est trop bien dit. Mais je vais finir sur une dernière question et que je trouve très importante. Là, on a vu que Trump, le gouvernement Trump, a cassé le USAID et on sait que le USAID était partout sur le continent, y compris le Sénégal. Alors, dans la manière d'analyser les choses, les dettes, les aides liées et tout ça, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un gain pour le Sénégal de ne pas avoir une structure qui aurait pu ou qui a pu, je ne sais pas dans quelle mesure que ça a été fait, influencer la politique interne du Sénégal? Est-ce que c'est une bonne chose que certains gouvernements décident de casser ce genre d'agence soi-disant humanitaire? Bon, l'USAID, la décision, c'est la décision du gouvernement américain. Peut-être ce ne serait pas très délicat de ma part de, de me prononcer sur l'opportunité ou la légalité de la décision. C'est une question que l'on laisse aux Américains. C'est un pays souverain. Quand on revendique la souveraineté pour soi-même, on doit respecter celle des autres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant,
c'est sûr que c'est une décision qui aura un impact parce que l'USAID était impliqué à plusieurs niveaux au Sénégal. Si je ne me trompe pas, c'est également eux qui gèrent le MCC, le Millennium Account, qui investit beaucoup dans les infrastructures, surtout dans ma zone au sud du Sénégal. Vraiment, bref, elle est très présente. L'USAID est présente au Sénégal. Et moi, je dis que il faut pas quand même en faire un objet de fixation ni de lamentation nostalgique. Je pense qu'on doit saisir cela comme une opportunité pour redéfinir la coopération entre le Sénégal et les États-Unis et dire que nous avons une vision 2050 qui est axée sur le souverainisme économique, tant du point de vue alimentaire que du point de vue industriel, le renforcement de l'industrie, ainsi de suite. Et bien sûr, tout cela ne peut marcher que s'il y a des infrastructures qui répondent aux normes internationales et qui permettent aussi de réduire les coûts de facteurs et de stimuler les investissements. Donc, le Sénégal pourrait dire à l'USAID, nous voulons travailler au gouvernement américain, je ne sais pas l'organe qui va remplacer l'USAID, mais on pourrait lui dire, ça c'est une occasion, comme vous parlez de réforme, de voir maintenant le contenu, de faire en sorte qu'il y ait un alignement entre votre politique d'aide et nos objectifs de développement tels que formulés dans le programme. Au lieu qu'eux, ils viennent nous dire, on vous donne de l'argent, mais on doit dicter l'usage qui devrait en être fait, mais on leur dit, eh bien, vous pouvez donner l'argent, on est d'accord avec vous, mais nous pensons que c'est mieux si nous définissons le contenu des réformes et de canaliser les crédits dans cette direction, de telle sorte qu'il y aura vraiment une sorte de synergie entre les deux. Exact. Voilà. Alors vraiment la souveraineté dans sa simple compréhension et dans l'essence même de ce que ce mot veut dire. Exactement. Alors vraiment merci Dr Ibrahim Dramé, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait la lumière sur ce qui se passe actuellement au Sénégal par rapport à est-ce que je peux dire scandale financier? Mais c'est peut-être même pire que ça. Moi j'avais même pensé au mot T, quoi. C'est du terrorisme financier à col blanc. Ceux qui avaient juré de défendre le peuple et de défendre les intérêts du peuple sont les personnes qui ont été capables. Personne en dehors du gouvernement ne pouvait plus le faire. C'est ce que les Américains appellent inside job. Exactement. Exactement. Voilà. Alors, conclure, j'aimerais te laisser la latitude de terminer cet entretien-là avec tes propos pour le peuple sénégalais et tous les africanistes qui regardent et qui ont les yeux rivés sur le Sénégal parce que tout ce qui se passe sur le continent, ils se sentent concernés par tout ça. Alors, je vais te laisser nous donner ta parole de sagesse ou de conseil ou ce qui te vient dans le cœur pour adresser mes auditeurs et mes auditeurs. Bon, pour mes frères et sœurs sénégalais, et je pense que c'est valable pour beaucoup de nos pays africains, frères africains également, parce qu'il y a quand même le changement, on le sent partout. Soit il est là, soit il est en train d'arriver, soit il est déjà présent, on est en train de le consolider. Donc, je dis à nos frères africains que le changement, ça demande aussi de l'endurance, ça demande aussi de la patience. Ce qui est important, c'est de voir ce qui a été promis et que nos leaders qui l'ont promis sont en train de marcher dans cette direction. Et que nous avons hérité d'une situation difficile. En réalité, moi, quand je regarde bien ce qui se passe chez nous, je me suis dit que c'est quand même un peu trop choquant de le constater. C'est vraiment, pour le cas du Sénégal, c'est vraiment en 2024 qu'on peut parler d'un pays indépendant. Parce que jusque-là, on avait des gouverneurs quand même presque qui étaient coloniaux. L'économie était structurée de manière coloniale. C'était les mêmes paramètres. Tu produis des matières premières, tu l'envoies, on te renvoie des produits finis. Si tu peux pas les acheter, on te prête de l'argent et après cette dette-là produit des intérêts. Quand tu regardes l'argent qui quitte l'Afrique pour aller en Occident et les flux qui quittent l'Occident pour aller vers l'Afrique, tu te demandes qui est qui. C'est nous qui les aidons. Il y a plus d'argent qui quitte le continent africain pour aller vers l'Occident. Donc c'est vraiment une économie coloniale dans la réalité. Voilà. Maintenant, on nous donne les artifices de l'indépendance et nous y croyons un drapeau, un hymne national et un siège aux Nations Unies et on est content. Mais la réalité, c'est différent. Quand tu décris la colonisation dans sa définition économique, elle est encore là. Donc nous sommes vraiment en face de cette rupture-là. Donc que l'on comprenne que ça ne va pas être facile, mais qu'il y a aussi un environnement international qui est assez favorable parce que nous sommes de plus en plus en train de nous diriger vers l'ère de la multipolarité. Voilà, il y a d'autres puissances, d'autres fronts qui s'émergent. Il y a le groupe des BRICS, il y a la Russie, il y a la Chine, le Brésil et autres. Et donc l'Occident de plus en plus est en train de perdre sa capacité de contrôler. Donc le monopole, c'est fini. Donc ça nous donne la possibilité de diversifier nos partenaires. Mais que l'on comprenne que personne ne viendra nous défendre nos intérêts à notre place. Donc que l'on travaille dans les partenariats gagnant-gagnant, mais que nos équipes, que nos leaders aussi soient dans une posture où ils mettent en avant l'intérêt national. Je pense qu'il y a de très beaux jours pour l'Afrique, même si pour le moment, c'est encore difficile et que parfois les peines du moment et les défis du moment nous empêchent de voir, comment dirais-je là, l'avenir radieux qui nous attend. Mais moi, je suis convaincu
convaincu et vraiment, je souhaite que toute l'Afrique s'inscrive dans cette logique. Et quand je dis l'Afrique, je ne me limite pas seulement à l'Afrique en tant qu'entité géographique, mais je parle aussi au prolongement de l'Afrique en dehors de l'Afrique et je parle de nos frères haïtiens pour qui je prie toujours pour que vraiment les choses reviennent à la normale, quoi. Merci beaucoup. Aïe, Bobo. Je pense que les ancêtres sont contents. Je pense que là, on est dedans. Il n'y a pas que le discours, les actions aussi comptent. Et c'est ce que j'ai retenu de tout ce que tu as dit. Merci du très fond du cœur d'avoir accepté cette invitation. Merci de nous avoir entretenus aujourd'hui sur un sujet brûlant et qui nous importe. Parce que tout ce qui se passe sur le continent doit nécessairement nous interroger et nous importer. Alors, sur ce, je vais remercier toutes les personnes qui ont été présentes, qui nous ont été avec beaucoup de diligence. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc, je vous donne rendez-vous pour le dimanche d'après. Comme d'habitude, je vous dis Kembe Jampalage, bisous, beaucoup d'amour et à bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye. Ciao. Bye.